Cela prouve que la charge électrique est une substance. Il est en tête. D'après le tableau, la solubilité est nulle. Il monte donc encore. Nous avons pesé la charge électrique. Pouvez-vous seulement imaginer cela ? Bonjour chers amis, bienvenue dans notre studio de podcast et aujourd'hui il est notre invité, Victor Tonov. Victor va de nouveau partager avec nous des informations intéressantes. J'espère qu'il répondra à toutes les questions que nous avons accumulées. Bonjour Victor. Bonjour Alexandre. Merci de m'avoir invité dans votre magnifique studio de podcast. Comme d'habitude, je vous salue, chers amis. Merci d'être avec nous, de regarder et de poser vos questions. Vous ne vous intéressez pas seulement aux centrales électriques, mais déjà aussi à la science. En général, c'est précisément de science dont nous allons discuter aujourd'hui. Mais nous allons explorer en profondeur des questions beaucoup plus détaillées. Oui, c'est exact. Nous analysons tout en détail, tout petit à petit. À présent, j'aimerais que nous abordions la question des batteries. D'après ce que je connais de la technologie, la production d'énergie et sa transmission ultérieure à l'utilisateur ne se font pas directement, ce n'est pas on la reçoit et on la transmet tout de suite, il existe aussi des éléments dans lesquels elle est stockée. Ce sont les batteries. Est-ce que vous pouvez en parler un peu plus en détail ? Bien sûr, les batteries constituent aussi un module à part, important. Et nous, globalement, nous allons donner quelques informations sur les batteries. Ici, nous utilisons des batteries au gel. Voici un fait intéressant concernant les piles que peu de gens connaissent, Alexander. Donc, grâce à cette expérience, grâce à une batterie, Yuri Stepanovich Rybnikov, voici une autre expérience qui lui a permis de prouver que la charge électrique est une substance. Oui, c'est exact. Tout à fait exact. Alors, dans l'expérience, nous utilisons une batterie de voiture ordinaire. C'est une batterie à acide. Une batterie à acide, pas du tout une batterie au gel, mais bien une batterie à acide, où l'acide sulfurique et l'eau distillée sont mélangés dans des proportions précises, etc. Il s'est avéré que si nous poursuivons dans le cadre de l'expérience, il s'est avéré que la charge électrique a un poids. Et on peut la peser à l'aide d'une batterie. Je vous explique comment. Regardez. Alors, il existe une notion appelée densité de l'électrolyte. Vous savez, n'est-ce pas ? Voilà, une batterie chargée, ce qu'on appelle une batterie chargée, a une densité de 1,28. C'est bien ça ? Et une batterie déchargée a une densité de 1,25 ou bien 1,23, quelque chose comme ça. Comment décharger ? Voilà. Avant de recharger la batterie, nous allons maintenant voir ensemble ce qui se passe réellement à l'intérieur. Donc, nous prenons et nous vidons l'électrolyte de la batterie. Nous vidons l'électrolyte et nous le pesons. Nous le pesons, il a un certain poids. Cela varie pour chacun. Ensuite, nous le remettons dans la batterie et nous la branchons au chargeur. Dans l'un de nos podcasts, nous avons expliqué que ce n'est rien d'autre qu'un redresseur. Nous transformons le courant alternatif en courant continu. Et c'est avec le courant continu que nous rechargeons non pas la batterie, mais l'électrolyte. Nous sommes en train de le remplir. Nous le remplissons de charge électrique. Qu'est-ce que cela prouve ? Et cela le prouve quand une batterie déchargée, un électrolyte déchargé a, dirions-nous à juste titre, une densité de 1,23 à 1,25. Je ne me souviens plus. Bon, disons une approximation, oui. Et si nous restons dans le cadre de l'expérience, alors nous prenons et rechargeons à 1 ampère pendant 3 jours. Nous rechargeons les batteries à 1 ampère pendant 3 jours. C'est pour que ce soit pur. Bien sûr, à la maison, nous rechargeons en une journée, mais pour que l'expérience soit pure, nous faisons à 1 ampère, nous rechargeons pendant 3 jours. Nous réglons la densité à 1,28, nous versons l'électrolyte et nous le pesons. Et le poids de l'électrolyte augmente de 10%. Et nous y avons ajouté du courant, un courant électrique continu. Demandez comment ? Cela prouve que la charge électrique est une substance. Ensuite, on commence à nous raconter que il se produit une réaction chimique, que l'électricité est libérée parce qu'il y a une réaction chimique. Si l'on prend le tableau de solubilité, ils disent que le plomb se dissout. En général, tout le monde le sait, c'est tout. Il me semble qu'on nous explique comment fonctionne une batterie. En réalité, elle fonctionne un peu différemment, bien sûr.
En fait, si l'on prend le tableau de solubilité, le plumbum, c'est-à-dire le plomb, selon ce tableau, n'est pas soluble. Donc, il ment encore une fois. Tu vois bien qu'il y a une réaction chimique qui se produit là-bas, il y a une sulfatation. Pourquoi? Parce que c'est de la galvanoplastie. Mais cette galvanoplastie de l'eau pure qui est présente là-bas, évidemment, qu'est-ce qui a été fait dans la batterie? Dans la batterie, on a créé un système composé de deux types de plomb. L'un est du plomb spongieux, l'autre du plomb non spongieux. À travers eux, nous faisons passer des charges électriques dans de l'eau distillée et de l'acide. L'eau distillée est un diélectrique. Nous, avec vous, dans l'un des podcasts, il explique qu'un diélectrique accumule une charge à sa surface. Oui, vous vous souvenez? Oui. Donc, sans eau distillée, vous ne pouvez pas charger l'acide uniquement avec de l'eau distillée. La charge électrique se dissout, le poids de l'électrolyte augmente, son volume augmente, les électrodes aussi, mais le volume, et tout le monde a vu que cela augmente à 100%. Lorsque vous faites une recharge, vous ouvrez le bocal, les bocaux, et vous regardez combien il y a d'électrolytes. Eh bien, vous le remarquez à peu près. Elle s'est chargée, le niveau a monté chez vous. D'où tout cela vient-il? Vous n'ajoutez là-bas que du courant continu provenant du réseau. Vous l'injectez, oui. Cela n'a pas pu apparaître tout seul. Voilà, tirez-en vos conclusions, s'il vous plaît. Revenons à notre système. Nous utilisons des batteries au gel. Pourquoi des batteries au gel? En raison du fait qu'elles s'avèrent être beaucoup plus sûres. Elles offrent une excellente résistance face aux dommages potentiels. Il faut considérer que nous transportons tout de même cette centrale électrique. Et si jamais elle est mal fixée, elle risque malheureusement de chuter lourdement au sol. Ou s'il lui arrive autre chose, ce sera sans danger. Peut-on préciser ici concernant les différents types d'activités sismiques, c'est-à-dire dans les régions où il y a des tremblements de terre actifs, cela a-t-il aussi un rapport? Absolument, oui. Voilà, c'est l'un des indicateurs importants. Deuxièmement, il s'agit d'une batterie au gel. Le gel, d'ailleurs, est aussi un diélectrique. C'est juste pour que vous le sachiez. Et cette batterie, elle possède aujourd'hui, à ma connaissance, en tout cas, elle a la plus grande réserve d'autonomie. En ampères? Ampères-heure, elle a 200. Si, par exemple, on prend une batterie de voiture, oui, là, c'est 75 ou 90 ampères-heure. Je ne me souviens plus exactement, quelque chose comme ça. Mais c'est nettement moins. Oui, ici, nous avons 200 ampères-heure et en plus, nous avons mis en place un système. Ici, dans l'un des armoires, il y a un système qui produit du 380 volts pour démarrer notre compresseur. Nous lançons la centrale électrique même dans des endroits où, par exemple, il n'y a pas de source d'électricité externe. La façon la plus simple, bien sûr, c'est que nous avons amené la centrale électrique quelque part, il y a de l'électricité, nous avons branché le compresseur et c'est tout, non? Elle s'est mise en marche, oui. Il y a une deuxième option, lorsque notre réservoir est rempli d'air, nous l'ouvrons, la génération commence et le compresseur se met en marche. Mais si nous n'avons pas d'air ici et pas de source d'alimentation externe, alors nous avons une batterie qui donne la première impulsion. Un bloc de batterie, oui, qui démarre le compresseur. Eh bien, grâce au système qui a été créé, nous obtenons du 380. D'ailleurs, ce n'est pas une technologie secrète ou quoi que ce soit. Regardez Tesla, la Tesla mobile, eux aussi. Là-bas, les batteries reçoivent du 380. Grâce à un système spécial, elles obtiennent du 308. Et le troisième cas d'utilisation de ces batteries, c'est en cas d'accident. Si la centrale électrique cesse de fonctionner, notre unité tant éprouvée, si le compresseur tombe soudainement en panne, alors la centrale électrique, celle que vous avez connectée à la maison, nous voyons sur le panneau de contrôle que la centrale fonctionne en mode d'urgence. Il existe deux types de modes d'urgence. Il y a un mode d'urgence, pour ainsi dire, à plein régime. Quand absolument tout va vraiment mal. Le mode économique, non, je parle de l'alimentation électrique à partir des systèmes de batterie. Et tout dépendra du nombre d'heures de fonctionnement du système électrique et dans le système d'urgence, dans la position d'urgence de la centrale électrique. C'est-à-dire que lorsque la centrale est connectée à la maison, vous recevez 16 kW de façon stable, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Si jamais nous avons une panne, vous pouvez aussi obtenir 16 kW à partir des batteries, mais seulement pendant une journée. Parce que la capacité de stockage est limitée. Vous ne pourrez pas recevoir plus de 16 kW par jour au maximum, et ce, pas plus d'une journée. Si nous activons, une personne pourra choisir le mode. Je pense qu'à l'avenir, nous ferons en sorte que l'utilisateur puisse choisir ce mode. A-t-il besoin de la pleine puissance 16 kW, ou bien il peut fonctionner en mode économique. Dans ce cas, le système alimentera le réfrigérateur. Uniquement ce qui est vraiment nécessaire. Rationnel. La station peut fonctionner pendant 3 jours et alimenter la maison. Notre service arrivera dans les... Oui, j'y pensais justement. Précisé, et ça réglera le problème. Un point, c'est tout. Nous savons exactement ce qui est cassé et ce qu'il faut faire. Et dans les plus brefs délais, nous pouvons venir et remplacer le module, car nos entreprises seront situées, comme nous l'avons déjà mentionné, en Inde, dans des points d'accès proches afin que le problème puisse être résolu rapidement. Oui, c'est excellent. On peut aussi envisager sérieusement la possibilité, bien sûr, de mettre en place des centres de services qui pourraient, en quelque sorte, fonctionner sous l'égide de Tribal Technology. Il y aura sans doute un certain nombre de centres spécialisés dans les grandes villes, mais je pense quand même, malgré tout, qu'ils ne sont pas destinés à devenir extrêmement fréquents ou répandus. Pourquoi en serait-il ainsi ? Parce que de toute façon, ce système est fiable et il n'y a qu'un seul module qui nécessite de l'attention. Sinon, dans l'ensemble, c'est un système très simple qui ne s'use pas. Voilà, c'est ça l'accumulateur, vous comprenez ? C'est une découverte extrêmement importante, une preuve supplémentaire que tout est constitué de charges électriques. Voici l'accumulateur, s'il vous plaît, nous avons pesé une charge électrique. Pouvez-vous seulement imaginer cela ? Ce n'est pas seulement une question de volume et de poids, et là, bien sûr, il y a aussi le volume, le poids, tout cela, vous imaginez. Dans la compréhension habituelle d'une personne, la charge électrique, c'est simplement la quantité de temps pendant laquelle un gadget peut fonctionner. Peut-être que je vivrai jusque-là. Je dirais même plus, une personne ordinaire n'a absolument aucune idée de ce qu'est une charge électrique. Dans notre maquette, nous avons justement placé ces accumulateurs au lithium et je les divise. Pardon, ce sont des accumulateurs au gel. Oui, il y en a vraiment très peu ici. Mais moi, en tant que simple utilisateur, j'ai tout de suite une question logique. Pourquoi pas 32? Pourquoi pas 64? C'est-à-dire, s'il y a de la place, pourquoi n'en utilise-t-on pas plus? Est-ce que c'est justifié par quelque chose ou est-ce simplement une contrainte? Bien sûr, c'est justifié. Tout d'abord, non, ce n'est pas nécessaire. Il n'en faut pas 32, 16 suffisent largement. C'est même avec une marge. En plus, chacun d'eux pèse 50 kg, alors prenez-en 16 à 50 kg chacun. C'est un poids supplémentaire pour le transport et ainsi de suite. Pour nous, plus c'est léger, mieux c'est. Et les batteries, il faut aussi les fixer, etc. Les batteries elles-mêmes nécessitent certaines conditions environnementales particulières. C'est-à-dire, comme nous l'avons dit dans l'un des épisodes, il existe un écosystème interne qui influence également les batteries de la même manière. Bien sûr, oui. Les batteries doivent être à une certaine température. Elles doivent être au chaud parce que quand il fait froid, la supraconductivité apparaît. On a déjà entendu parler de ça? Oui. Comme l'a dit Yuri Stepanovich, il n'y a pas de supraconductivité. Il existe une conductivité maximale parce que les atomes ont des lignes de conductivité. Et quand il fait froid? Mais là encore, il faut se demander qu'est-ce que ça veut dire il fait froid? Qu'est-ce que la température? Et qu'est-ce que c'est? C'est une autre histoire. Si vous le voulez bien, on peut aussi en parler ensemble. En général, quand il fait froid, tout se contracte et donc dans l'atome, justement, toutes les lignes de conductivité convergent en une seule. Il en résulte un canal continu par lequel on peut faire passer des charges électriques, c'est-à-dire une conductivité continue. On peut dire qu'en abaissant la température, la conductivité augmente. Oui, bien sûr, il se décharge plus rapidement et c'est pourquoi les batteries, bien sûr, c'est pour cela que vos téléphones se déchargent plus vite au froid, parce qu'il apparaît ce qu'on appelle la supraconductivité. En réalité, c'est simplement une conductivité totale. Si l'un de nos spectateurs regarde ce podcast depuis un pays chaud et ne sait pas ce que c'est, quand votre téléphone s'éteint à cause du froid, bienvenue en Russie. Venez, nous serons ravis de vous voir, ce sera une petite expérience. Oui, nous vous montrerons ce qu'est la supraconductivité.
C'est pourquoi les batteries doivent toujours être à une certaine température. Autrement dit, il doit forcément y avoir du positif. C'est pour cela que chaque batterie supplémentaire, donc vous disiez qu'il y en a 16. En conséquence, chaque batterie supplémentaire influencera l'écosystème interne, toutes les consommations d'énergie nécessaires, ainsi que la température requise. Chaque batterie va... Vous êtes déjà presque ingénieur, déclencheur, technologie. Vous pouvez travailler chez nous. Eh bien, je pense que lorsque nous aurons abordé absolument toutes les questions d'actualité, j'essaierai de passer une certaine qualification pour le poste d'ingénieur. Peut-être que j'aurai alors suffisamment de connaissances, bien sûr. Et d'ailleurs, les batteries chez nous se rechargent. Voici, à partir de la génération principale, l'électricité principale est produite. Depuis le transformateur 3B, nous recevons déjà de l'électricité préparée que l'on peut envoyer au consommateur, mais nous la faisons passer par notre hub. Et c'est ce hub qui répartit l'électricité, qui alimente la station et recharge les batteries. Et s'il y en a 32, comme vous le comprenez, il en faut plus. C'est pourquoi dans notre système, il y en a exactement autant qu'il en faut. Mais même pas seulement cela, il y a une petite marge. Au cas où on ne sait jamais, comme chez les militaires. Pour toutes les situations, oui, il y a des essuie-glaces électriques, ça existe. Et il y a toujours une main qui... Le système est doublé, bien sûr, c'est indispensable. C'est-à-dire, s'il s'agit d'autonomie, il doit aussi y avoir de la fiabilité et tout le reste. Et ce système, ce hub, il distribue déjà l'électricité ici et aux consommateurs. Oui. Et ce hub, il ne laissera jamais tomber. La centrale électrique ne sera jamais sans électricité. Il ne laissera pas le consommateur sans courant. Donc, dans mon esprit, j'imaginais la chose suivante. Les batteries sont comme un réservoir dans lequel l'énergie arrive comme de l'eau, et quand la batterie est pleine, l'excédent déborde et part à l'extérieur, puis est distribué à l'utilisateur. Ici, le système fonctionne différemment. Ici, l'énergie traverse la batterie, elle en sort ensuite, et si jamais il en reste, oui, c'est encore différent, voilà. Regardez, nos batteries se rechargent via le hub. Le hub envoie de l'électricité aux batteries uniquement lorsqu'elles sont déchargées. C'est-à-dire, s'il y a un manque, le système va envoyer, mais dès qu'elles sont pleines, la porte se ferme. Ça arrive, bien sûr. Voilà comment on ne peut pas les surcharger. Eh bien, vous savez qu'il ne faut pas surcharger les batteries. Et voilà, tout le monde connaît les téléphones avec la charge intelligente qui coupe la charge. Parant cela, qui s'éteignent pour éviter la surcharge. C'est-à-dire que l'excès de charge électrique est toujours nuisible. Si une personne se trouve dans un champ électrique excessif, elle peut développer des tumeurs cancéreuses, etc. C'est-à-dire que toutes les technologies courantes sont très proches des gens ordinaires, des citoyens simples, tout est très accessible. En réalité, oui, plus la situation est simple, et plus cela s'avère être efficace. Parfait. Voilà, cela conclut désormais notre tour d'horizon complet sur les batteries rechargeables. Il y a encore une petite question. En fait, pas du tout. En principe, est-ce que ces batteries peuvent être intégrées dans un système numérique afin de contrôler leur état ? Il se peut, pour une raison inhabituelle, dans une situation d'urgence, qu'une batterie tombe en panne ou que l'un des 16 éléments fonctionne de manière insuffisante. Grâce à un système numérique, on pourrait contrôler leur performance et leur fonctionnement. Est-ce possible ? Contrôler leur bon fonctionnement, voilà, mais il y a un point. Nous ne pouvons pas contrôler le bon fonctionnement de la batterie. Soit elle fonctionne, soit elle ne fonctionne pas. Comment pourrions-nous la contrôler ? Nous y versons de l'électrolyte, nous n'avons aucun système pour cela. Ici, il n'y a que 2 états, rien d'autre. Voilà, il fonctionne. Nous pouvons suivre le fait qu'il fonctionne et aussi, s'il ne fonctionne pas, on peut également le déterminer précisément. Chacun des 16, nous pouvons les marquer et surveiller, bien sûr, mais je pense que nous avons mis en place ce système. En fait, il existe, on pourrait le mettre en œuvre, mais chez nous, ce n'est pas réalisé. Si vous parlez de cela maintenant, nous en avons discuté dans l'un de nos podcasts, alors n'hésitez pas, les amis, à aller le regarder, à le trouver. Nous avons dit que notre système n'est pas électronique pour l'instant, c'est-à-dire, il est plutôt... Mécanique. Il n'y a pas de contrôle numérique ? Il n'y a pas de contrôle, oui, absolument, parce qu'il n'y a pas de logiciel numérique. Il faut l'écrire, c'est-à-dire qu'il faut intégrer cet ordinateur là-dedans. Actuellement, tout fonctionne avec des interrupteurs chez nous. On peut dire que c'est un potentiel tout à fait réel, ce n'est pas une technologie qu'il faudrait... C'est simplement là, il suffit de l'implémenter.
Oui. Il suffit juste de l'implémenter, oui, et de tout relier dans un seul logiciel. Il nous faut Microsoft. Autrement dit, comme nous l'avons justement évoqué aujourd'hui, en cas de situation d'urgence, l'autonomie des batteries sera de 24 à 72 heures selon le mode de fonctionnement. Et justement, en cas d'anomalie, un signal est envoyé et là il s'agit déjà d'un contrôle numérique de l'état de fonctionnement de la station, afin qu'un spécialiste puisse intervenir. Bien sûr, il viendra et remplacera simplement un ou deux éléments, selon les besoins. Mais en règle générale, d'après l'expérience, il ne leur arrive jamais rien. Chaque fois que j'ai eu affaire à des batteries au gel, au contraire, elles se sont toujours montrées sous leur meilleur jour. Elles fonctionnent parfaitement bien, aussi bien en hiver qu'en période de forte chaleur. Même si là-bas, supposons que c'est une armoire, et cette armoire, à l'intérieur, possède aussi sa propre écosystème. Parce que si jamais quelque chose se passe ici, et qu'ici tout le nœud de gestion est électronique, etc., l'armoire dispose de son propre système de refroidissement ou d'isolation pour que l'armoire puisse survivre et envoyer un signal. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le système qui s'effondre d'un coup, mais il y a une ligne de défense. Le système indiquera toujours ce qui se passe. Et de telles armoires sont utilisées dans les stations de base des réseaux cellulaires. Et dans ces armoires, lorsqu'elles sont utilisées dans les stations de base, elles contiennent des batteries. Celles-ci sont situées à l'intérieur de ces armoires. Déjà des comptes personnels séparés pour Station de base, autrement dit, si l'alimentation principale est coupée, ce sont ces batteries qui sont situées ici, qui prennent le relais. Elles, les stations de base, consomment un minimum de kilowatts. Minimum. Elles peuvent fonctionner pendant 3 jours avec des piles de celles-ci. Donc, et ces mêmes batteries fournissent de l'électricité pour le refroidissement, c'est-à-dire qu'il y a un climatiseur ou bien pour le chauffage. C'est-à-dire que ce même climatiseur fonctionne simplement dans l'autre sens pour chauffer au lieu de refroidir. Et si cela ne fonctionne pas, ou s'il fait très chaud, par exemple, et qu'il n'a pas le temps de refroidir, les batteries fonctionnent parfaitement. S'il commence à geler, ça fonctionne parfaitement. S'ils sont actuellement en plein fonctionnement, ils se réchauffent alors tout naturellement d'eux-mêmes. il y a une thermorégulation. La répartition est plus intelligente. C'est la meilleure solution pour l'instant. Bien que nous soyons allés à une exposition en Arabie Saoudite, des sources d'énergie alternatives. Nous nous sommes promenés là-bas. Oui, d'ailleurs, nous avons une vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez la regarder. Et là-bas, il y avait des batteries, mais elles étaient déjà assez inhabituelles. Elles étaient déjà équipées d'un système de gestion. Donc oui, là-bas, c'est comme ça, directement sur la batterie elle-même. Un petit module numérique, en quelque sorte. Oui. Oui. C'est-à-dire qu'il y a déjà un radiateur, un système de refroidissement intégré. Donc là-bas, c'est déjà un système un peu plus élaboré. J'y ai d'ailleurs pris quelques documents. En fait, je cherchais pour que nous ayons comme, avec moins de batteries, pour que ce soit plus léger, et surtout pour la sécurité, pour qu'il n'y ait pas trop d'électrolytes là-dedans. Bref, je regarde quand même, je pense à certaines innovations. Une modernisation maximale. Pour que tout soit au maximum, d'une certaine façon informatisé, pour que les gens puissent surveiller et contrôler. Il existe déjà des batteries. Il me semble que ce sont quand même toutes des batteries au gel. Le gel est un diélectrique. Voilà, ici, la capacité dépend justement de cela. Oui. S'ils inventent encore un autre diélectrique, la capacité sera encore plus grande. Il y a juste là-bas un système qui a été créé, assez intéressant. Peut-être que ce sont surtout des fabricants chinois qui ont été présentés. Il sera peut-être possible de collaborer avec eux, manger potentiel d'essor et de progrès. Nécessairement. Super. Victor, merci beaucoup pour cette histoire très intéressante et riche. Chers amis, nous espérons que cet épisode vous a plu et bien sûr, nous attendons avec impatience vos questions. Écrivez vos questions dans les commentaires. Il est possible que nous réalisions un épisode complet à partir des questions que vous nous poserez. Je vous rappelle que notre invité était Victor Tenov. Merci beaucoup pour votre attention. À bientôt dans les prochains épisodes.
Merci Alexandre de m'avoir invité dans votre magnifique studio. Les amis, merci à vous de nous avoir regardés. N'oubliez pas d'écrire vos questions, posez vos questions, laissez des commentaires. Nous les lisons tous, nous répondons à vos questions et j'espère que cela vous a été instructif. Nous vous remercions de tout cœur pour votre attention et à très bientôt.